C'est celui des colonisateurs d'origine espagnole ou portugaise qui voulaient se libérer de la métropole. C'est comme aux États-Unis, si vous voulez. Donc, mais ils ignoraient les peuples, qui étaient le peuple aussi bien d'origine précolombienne au Mexique, dans le monde et dans tout le reste du monde d'Amérique latine, où il y avait quand même de grandes civilisations, Mexique et Pérou. Donc, aujourd'hui, le problème, le rêve Bolivar, moi je pense qu'il faut le reprendre, parce que l'Amérique doit s'unir et elle a l'avantage sur l'Europe d'avoir presque une langue commune, ou deux langues, le portugais et l'espagnol, qui sont tellement voisines. Cette unité linguistique qui n'existe absolument pas en Europe. Elle a aussi une communauté de destin qui, d'avoir subi la loi de son voisin très puissant, qui était les États-Unis. Et puis elle a une communauté de destin, c'est-à-dire qu'elle a connu des dictatures des propriétaires fonciers, des militaires, de l'Église traditionnelle. Donc c'est une Amérique, elle a déjà cette communauté de destin et elle doit s'unir sur un mode fédératif, confédératif, sans perdre les identités nationales. Et je pense que dans ce rêve aujourd'hui doit passer par l'arrivée à la pleine citoyenneté des populations qui ont été subjuguées. C'est ce qui se passe en Bolivie. C'est ce qui va se passer bientôt au Pérou. Et je reste, quand ce qui se passe, les populations africaines qui ont été déportées, l'abolition de l'esclavage est déjà un premier moment, mais tout n'est pas encore résolu. Bon. Donc, si vous voulez, je pense que l'Amérique du Sud, qui a cette langue latine, une langue commune, qui a un destin commun, doit chercher à se confédérer. Et alors, elle a effectivement une diversité de situations. Pourquoi? Disons, l'Argentine est presque un pays européen parce que sa population originaire, elle a été très limitée, elle reste un petit peu dans le nord du pays, à la différence de la Bolivie ou même du Pérou. Ce sont des pays très différents, mais la diversité est une richesse. L'Amérique du Sud ne doit pas s'homogénéiser, elle doit cultiver ces diversités. Moi, je vois des pays comme la Colombie, où il y a une extraordinaire diversité ethnique et culturelle. Donc, je pense que je reviens à mon idée fondamentale, l'unité doit sauvegarder la diversité. Et la diversité ne doit jamais oublier l'unité. Oui. Si vous n'oubliez pas, vous reprenez, enrichi et complexifié l'idée bolivarienne, qui n'est pas du tout celle du président Chavez, qui n'a pas compris la chose. Mais ce n'est pas parce que le président Chavez parle de Bolivar qu'il faut oublier Bolivar. Donc, je crois qu'il y a à reprendre cette idée qui a été symbolisée par ce grand visionnaire et ce héros historique. Et que cette idée doit être une idée commune. Bolivar, lui, pensait surtout à la partie nord de l'Amérique du Sud. Il ne voyait pas bien entendu. Lui, il a été en Bolivie, mais il n'a pas été au Chili. Mais je pense que c'est une idée profonde. Et je pense que nous sommes aussi dans un univers, maintenant, des grosses masses. Vous avez la Chine, une masse énorme. Vous avez l'Inde, une masse énorme. L'Europe essaye de devenir une réalité massive. Malheureusement, elle n'y arrive pas assez. Mais l'Europe, elle devrait exister. Et je pense que l'Amérique latine doit exister. Avec cette chance historique, c'est que le Brésil est un pays qui regorge de richesses matérielles et de richesses humaines incroyables. Moi, c'est pour ça que j'aime beaucoup le Brésil et je crois son avenir. Son avenir ne doit pas être calqué sur le modèle chinois, parce que c'est un modèle esclavagiste pour les travailleurs. C'est un modèle où il n'y a pas de droits politiques, où il n'y a pas de droits syndicaux. Le Brésil doit créer son modèle à lui et ne pas croire qu'il va imiter la Chine ou l'Inde, tout ça, ou le pays, ou les États-Unis, mais en prenant, évidemment, ce qu'il y a de meilleur des autres civilisations. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans le Brésil, c'est qu'il n'est pas ouvert pas seulement à l'Ouest,
mais qu'il est aussi ouvert à l'Est. Il a déjà depuis longtemps des immigrants japonais, chinois, il s'intéresse beaucoup à ce monde asiatique, et je pense que donc le Brésil peut jouer. Il ne faut pas qu'il soit le Big Brother de l'Amérique latine, mais il faut qu'il soit un gentil frère qui doit aider, comme il a commencé à faire à l'époque du président Lula pour sauver Morales en Bolívie. Il doit jouer un rôle important sans être un rôle paternaliste. Quer dizer que você acredita que o Brasil possa ser o país do futuro? Você sabe que o Stefan Zweig escreveu um livro famoso chamado Brasil, o país do futuro. Você... C'est, Como é que você... oui, mais je pense qu'on peut reprendre cette formule que le Brésil est un pays qui a un futur et qui l'aura toujours. On peut la prendre cette fois dans un sens positif. C'est-à-dire que s'il avance, s'il progresse, eh bien, il ne doit pas s'arrêter, il doit continuer. C'est-à-dire que là aussi, c'est un peu l'idée que j'exprime dans la voix. C'est-à-dire que l'idée profonde, c'est qu'il n'y a pas un but à atteindre, un modèle qui existe. On ne doit pas arriver à un état d'euphorie où tout va être résolu. Le problème de l'humanité, ce qu'il y a de tragique dans l'humanité, ce qu'il y a de magnifique dans l'humanité, c'est que c'est une espèce peut-être un peu malade, elle ne s'est jamais arrêtée. Elle se transforme au risque de se détruire. Parce qu'aujourd'hui, que fait-elle en se transformant? Elle risque la destruction nucléaire, la destruction de la biosphère. Mais en même temps, en courant ce risque, elle court une chance de trouver une nouvelle forme d'être dans une société à l'échelle du monde. Alors, moi je dis que le Brésil, le futur doit être permanent. Et donc je reprends cette phrase en disant oui, le Brésil doit toujours être dans le futur, mais en conquérant son propre présent. Bom, nos seus últimos livros, né, Vers l'Abîme, desde Terra Pátria, você vem falando na necessidade de uma política de civilização planetária e das reformas que precisam ser feitas. Que eu acho, se eu estou bem lembrado, que são 4. A reforma da vida, a reforma do pensamento, a reforma da educação e a reforma da ética. Então, essas 4 seriam uma base para a via. Como é que você mexe com essas reformas? Porque reformar a vida, reformar a educação, reformar a ética, reformar a si mesmo é uma tarefa grandiosa. Então, você acha que... Onde é que você identificaria alguma coisa que impede que a política de civilização surja, aflore, nasça? Mon point de départ est de tirer la leçon du XXe siècle. Quelle est la leçon principale? La leçon principale que nous a montré la révolution soviétique, comme aussi la révolution chinoise, c'est qu'il ne suffit pas de faire une réforme de la structure économique et de la structure sociale. Comme par exemple, vous éliminez le capitalisme, vous éliminez la bourgeoisie, vous éliminez même les paysans aisés, comme en Russie, mais vous ne créez pas une société meilleure. Parce que dans ce travail d'élimination, vous avez créé un système totalitaire. Vous n'avez pas créé une véritable culture socialiste, une véritable société fraternelle. Vous avez même fait des choses pires que ce qui a été supprimé, en supprimant par exemple toute liberté politique ou syndicale. Mais surtout, quand le système a implosé de lui-même, il s'est trouvé une restauration d'un capitalisme pire que celui qui existait auparavant.
à l'époque tsariste, d'une religion plus puissante qu'elle était auparavant. Donc, il y a un échec intégral. Et tout ça pour dire une réforme économique et sociale ne suffit pas. Elle doit être accompagnée par d'autres réformes qui ont un caractère culturel ou même existentiel. Et ça, c'est une chose. Et alors, le problème, c'est, on ne peut pas. Par quoi commencer? Est-ce qu'on va commencer par la réforme d'éducation? Oui, mais c'est très bien, très important, parce que la réforme de l'éducation peut créer une nouvelle mentalité beaucoup plus lucide. Mais qui va éduquer les éducateurs? Et est-ce que ça suffit? Non, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Il faut réformer nos vies. Et puis après, je me suis rendu compte que nous sommes dans un monde où tout est à réformer. La médecine, je vous en ai parlé. La consommation dans les pays où il y a des classes moyennes aisées qui non seulement consomment, mais subissent une intoxication consommationniste. Sous l'effet de la publicité, ils consomment des produits qui n'ont aucune valeur, mais qui on suppose avoir la vertu mythologique de leur donner la beauté, la jeunesse ou la santé. On consomme des produits industrialisés qui ont perdu toute leur qualité nutritive. Il y a une intoxication automobile. Ce n'est pas que je suis contre l'automobile, je trouve que c'est un très bel outil, un très beau jouet, surtout pour les adultes. Mais je pense qu'il y a une intoxication automobile. Bon, il faut réformer l'agriculture, parce que nous sommes livrés à une agriculture industrialisée qui détruit les sols, qui demande toujours plus d'engrais chimiques, et ces engrais chimiques pervertissent la qualité des éléments, plus les pesticides. Et désormais, nous devons changer cette agriculture, ou l'élevage industrialisé qui transforme les poulets, les cochons, comme des objets manufacturés dans des conditions atroces, et tout ça avec des pollutions multiples. Bon, il nous faut réformer la consommation, il nous faut réformer l'agriculture, il nous faut réformer les administrations, parce que les administrations ont une maladie qu'on appelle la bureaucratie. Et la bureaucratie, c'est chacun enfermé dans son petit secteur, qui ignore les autres, et vous avez tous ces employés qui sont tout à fait... qui ont perdu tout sens du service et de la solidarité. Nous avons une réforme, effectivement, de la société, de ces structures de solidarité qui sont devenues seulement anonymes dans les pays occidentaux ou du Nord, mais qui existent à la base dans les pays du Sud, mais que la civilisation du Nord tente à détruire en imposant l'égocentrisme de l'individualisme. Et alors, nous avons une réforme de vie qui est très très importante, parce que finalement, nous avons gagné dans des sociétés, disons qu'on appelle développées, des moments de loisirs, mais souvent ces loisirs sont vides. Bon, les gens essayent de vivre parce qu'ils sont pris sous la pression de la spécialisation, de la chronométrisation, de la rentabilité, de l'efficacité, mais ils essayent de s'évader pendant les week-ends, pendant les vacances, ils peuvent gagner un petit peu de vie, mais en réalité, il nous faut changer. C'est le poète Rimbaud qui disait « la vraie vie est absente ». La vraie vie, c'est quoi? C'est à la fois la sérénité et l'intensité. Mais nous voyons, moi je parle de la France, c'est une population qui abuse de psychotropes, de calmants nerveux, de médecines les plus diverses. Ici au Brésil? Et au Brésil aussi. Donc notre civilisation n'apporte pas la paix de l'âme, n'apporte pas la satisfaction, elle n'apporte pas le bonheur. Et c'est pourquoi tellement de gens cherchent dans les méthodes yogistes, bouddhisme zen, un peu de retrouver un rapport avec eux-mêmes. Nous avons besoin de mieux comprendre autrui. Moi, je suis frappé de voir à quel point il y a de l'incompréhension, pas seulement pour les peuples étrangers, mais au sein même d'une même famille, parfois entre parents et enfants, entre époux. Et les époux divorcent, et se remarient, et puis redivorcent. Donc, vous avez trop d'incompréhension, et c'est tout un travail à faire sur soi-même pour mieux comprendre. Et moi, je pense que c'est un travail d'apprentissage de la complexité humaine, parce que si vous savez que toute personne est complexe, vous ne pouvez pas le réduire
à son aspect le plus négatif. C'est ce que disait Hegel, le grand philosophe, en disant « Si j'appelle criminel une personne qui a fait un crime dans sa vie, j'efface tous les autres aspects de sa vie. Il peut être par ailleurs bon père, il peut être bon mari, il peut être aimant ses frères. Donc, si vous voulez, nous ne voyons les gens que partiellement. Nous nous justifions toujours et nous condamnons toujours les autres. Il y a une réforme de vie très profonde et cette réforme doit nous donner à la fois, je répète, sérénité, mais en même temps intensité. Intensité, c'est-à-dire capacité d'aimer, de s'émerveiller, de jouir de la vie. Et je pense que je divise la vie en deux aspects, l'aspect de prose et l'aspect de poésie. La prose, ce sont les choses obligatoires qu'on fait sans aucun intérêt pour survivre. Mais survivre, ce n'est pas vivre. Vivre, c'est s'épanouir, c'est communier. Et je pense que s'il y a un problème qui n'est pas seulement privé, mais qui est politique, c'est pouvoir aider chacun à jouir poétiquement de la vie, à pouvoir s'exprimer lui-même. Donc, vous voyez que réforme de vie, et quand moi je prends la réforme de vie, il y a tellement de réformes de rapports vitaux, il y a des réformes de, disons, du mariage, c'est-à-dire que c'est sûr que le mariage moderne est fondé sur l'amour, mais l'amour lui-même, ce n'est pas une chose simple. Vous avez l'amour emballement, qui est un amour superficiel du moment, puis après vous vous rendez compte que vous êtes trompé. Vous avez l'amour possessif, qui torture le malheureux, qui est victime de votre amour. Vous avez différentes formes d'amour de jalousie. Et vous avez l'amour de soi plus que l'amour de l'autre. Et il faut aussi